Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Maître Brière. Aujourd'hui, Dominique, je vais appeler Oui, plutôt Dominique. ce sera des tutoyants, on se tutoie pas, sinon Voilà, on va parce pas tenir que très longtemps. on se connaît depuis plus de 20 ans. Oui, Dominique, merci d'être là sur le oui, podcast de J'ouvre ma boutique. oui. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes? Oui, alors en 2 minutes, voire moins. Donc je m'appelle Dominique Brière, donc je suis avocat d'affaires. Je précise le terme d'affaires parce que, on va dire, il y a essentiellement 2 grandes catégories d'avocats. Ceux qu'on voit un petit peu à la télé, ceux qui donnent souvent envie à des gamins de devenir avocat. C'est l'avocat qui plaide, c'est l'avocat qui défend, la justice, c'est l'avocat qui défend, le faible. Et nous, on défend les entreprises, si je puis dire. On structure par nos conseils les chefs d'entreprise, les commerçants, les industriels. Donc j'exerce ce métier à Compiègne, au sein d'un cabinet que j'ai créé en 2002 et comme ça marchait pas trop mal, sont autour de moi aujourd'hui 7 personnes qui sont des avocats, des juristes et des secrétaires juridiques. Une toute petite anecdote dans ma présentation, ma fille aînée est venue faire un stage au cabinet quand elle était en terminale pour voir si elle voulait faire ce métier ou pas. Au bout de 8 jours, elle m'a dit: «Non, je c'est trop technique papa, ça me plaît pas trop», mais elle dit: «Mais finalement ton métier c'est quoi? Tu défends l'argent?» Je trouvais que c'était mignon comme formule. Ce qui n'est pas faux, je défends l'argent, ouais. Aujourd'hui, on va parler concret, juridique, par rapport aux auditeurs et aux gens qui nous voient sur le podcast. Et je vais commencer par ma première question. Ouais. Quel est, selon toi, le point qu'un futur commerçant qui vient te voir doit creuser avec toi? Bah, il y a plein de choses, en fait, ce qu'on recherche en premier, ça peut peut-être t'étonner parce que moi je suis un juriste, donc je suis censé me concentrer sur des questions juridiques, mais je vais au-delà de ça et c'est ainsi que j'aime le métier que je fais. On se connaît parce que j'interviens sur, l'attribution des prêts d'honneur, donc tu vois un peu comment je pratique. Et donc en premier lieu, ce à quoi je m'intéresse, alors qu'à la limite ça ne me regarde pas, c'est la qualité du projet professionnel. J'essaie, pour aider finalement le porteur de projet qui est en face de moi, d'un petit peu creuser derrière ce qu'il me dit, d'essayer de trouver la viabilité, de renvoyer vers des gens comme le réseau justement pour que d'autres personnes dont eux c'est le métier, le fassent plus en profondeur. Mais, j'essaie de vérifier si c'est pas quelque chose de subi. Est-ce que c'est pas à la suite, d'une privation d'emploi? Il faut bien trouver quelque chose à faire et donc on se lance, et ça peut être dangereux si ça n'a pas été plus mûri que ça. J'essaie aussi de vérifier que c'est pas, je dirais une passion, dont on veut faire devenir un métier et ça, c'est pas forcément toujours très bon. Et puis j'essaie, alors c'est peut-être un peu péjoratif, je veux dire, mais de vérifier que la personne en face de moi va pas jouer au vendeur ou à la vendeuse, parce que ça, c'est extrêmement dangereux. C'est des rêves de gosse, on les a tous eus, c'est des jeux qu'on a fait quand on était petit et à un moment donné, ça peut devenir dangereux. Une fois que j'ai fait le tour de ça, j'essaie vraiment de mettre les gens en confiance. Toi, tu me vois faire, donc tu sais que je peux le faire. Et puis je montre que je suis parce que c'est naturel, j'ai pas à me forcer, je suis vraiment intéressé par ce que les gens vont me dire. Je suis en empathie, je suis proactif, et donc j'essaie de créer cette confiance. En contrepartie, ce que j'attends du porteur et quand je le sens pas complètement, j'essaie de le mettre à l'aise pour que ce soit le cas, c'est qu'il se livre, complètement et qu'il écoute ce que je vais dire. Si je peux modestement contribuer, je veux que les gens aillent au-delà de ce qu'ils trouvent maintenant sur internet, parce qu'évidemment, ils viennent par rapport à mon activité professionnelle d'il y a 30 ans, ça n'a plus rien à voir. Il y a 30 ans, passer 1 heure à expliquer ce qu'était une société, pour après rentrer dans le vif du sujet du projet du porteur. Maintenant, les gens viennent avec beaucoup de choses et puis alors l'IA a démultiplié tout ça. Donc moi, je trouve que c'est très, très bien parce que j'ai plus à leur vulgariser et donc on rentre dans le vif du sujet. Mais ce que je leur demande, c'est qu'ils écoutent ce que j'ai à leur dire, qu'ils enlèvent les préjugés avec lesquels ils sont venus, qu'ils prennent des notes, qu'ils les mûrissent, qu'on refasse éventuellement un deuxième rendez-vous si nécessaire. Donc voilà, je dirais, j'essaie toujours d'encadrer, nos relations de cette manière-là. Ça marche plutôt pas mal. Bah alors moi, je suis commerçant, Mmh. commerçante. Quand est-ce que je viens te voir? Quand est-ce que je viens te voir et qu'est-ce que je te demande? Alors, en fait, il faut pas venir me voir quand on est juste au début parce que je vais perdre mon temps et parce que la personne va perdre son temps. Non, il faut qu'elle soit allée voir des gens comme le réseau que tu animes, il faut qu'elle en ait parlé autour d'elle, il faut qu'elle ait pris des informations. Alors, d'une manière générale, moi, je suis toujours impressionné, notamment quand on a des porteurs de projets devant nous, au sein des comités d'agrément.
très sincèrement, et je le dis souvent, d'ailleurs je le leur dis, c'est la qualité de ce qu'ils ont déjà fait. Alors probablement vous y êtes pour quelque chose, mais rarement arrivent devant moi des gens qui ont juste une idée comme ça. Ils m'ont pas identifié, ils ont raison, comme quelqu'un qui va les aider. C'est pas mon métier ça. Donc il faut quand même qu'ils les mûri en amont. Et donc quand ils viennent, bah, ils ont des choses précises, alors soit à demander, soit à valider, hein. Ça dépend je dirais de l'étape, voilà. Alors c'est souvent du bouche-oreille, qui fait le reste, quoi. Donc toi, tu conseilles plutôt qu'on vienne te voir une fois que l'idée est Oui, plutôt mûre oui. et on va faire quoi avec toi? Bah, là, on va balayer un petit peu tout ce qui peuvent être les paramètres d'une création d'entreprise. Alors elles sont, d'une multiplicité folle. C'est ce qui, rend passionnant mon métier, c'est qu'il y a pas une situation comme une autre. Moi, je dis: «Un individu, c'est un puzzle». Il y a énormément de composantes à l'intérieur. Alors des composantes techniques et puis des composantes personnelles et je dirais des composantes familiales. Quelque chose que j'adore, c'est quand le porteur de projet, il vient avec la personne qui l'accompagne dans la vie, Mmh. hein. Parce qu'à ce moment-là, et j'ai mon franc-parler, je vais vraiment aller triturer chirurgicalement dans la relation. Je vais, faire en sorte de pouvoir dire des choses que le porteur de projet, à la limite, ose pas dire, ose pas demander. Alors je vais prendre un exemple très Mmh. concret. Hem, Quand on voit arriver un couple, on s'intéresse au régime matrimonial des personnes et j'essaie vraiment d'aller plus loin en disant: «Bon», alors j'essaie de voir déjà s'il y a une sorte de fragilité dans le couple. Je ne suis pas conseiller matrimonial, mais au bout d'un moment, à l'âge que j'ai, on a appris à voir derrière les gens un petit peu les fragilités, puis les forces. Et puis, bah, alors je vais prendre un exemple très concret, je rentre dans le vif du sujet: on a «Quel est votre régime matrimonial?» Si on dit: C'est le régime de la communauté», je dis: «Très bien, OK. Est-ce que vous avez conscience que votre projet, sauf à ce que vous changiez de régime matrimonial, ce à quoi je ne suis pas favorable, parce que je trouve que ça implique beaucoup d'autres choses et que c'est pas nécessaire pour le projet. Mais je dis par exemple, est-ce que vous pensez que dans le futur, si votre projet se développe favorablement, vous êtes prêt, si ça va moins bien dans votre couple, à devoir partager ça? Parce que ça peut être un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire que le problème familial devient un problème financier. Et on a des outils juridiques, on a des choses moins lourdes qu'un simple changement d'un régime matrimonial, qui sont d'utiliser ce que le code civil nous donne. C'est-à-dire que très concrètement, on dit: «Voilà, est-ce que vos parents sont toujours en vie? Oui, non. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce que vous avez des amis très, très, très proches? Est-ce que vous pouvez vous faire donner la somme d'argent qui servirait à votre projet?» Et alors si oui, alors je le dis devant le conjoint, hein, et si oui, ben, on sait mettre en œuvre, on utilise en fait les dons et comme tu le sais, ce que l'on reçoit par donation est en dehors du régime, même quand il est un régime de communauté. Et à ce moment-là, ben, on a une traçabilité de la somme et on rend un bien propre, quelque chose qui normalement aurait dû être de la communauté. Mais je le fais avec le conjoint en face de moi. Ça permet de ne pas laisser le porteur de projet seul porter ce lourd poids Ouais. de la réponse en: «Mais tu me fais pas confiance» ou des choses de genre, parce que là, il va pas tenir, notre porteur de projet. Donc c'est moi qui viens faire la sale besogne. J'aime bien ça. J'aime bien les triturer et en général, les gens me remercient d'ailleurs. Mais d'ailleurs aussi, tu es à l'origine de beaucoup de mariages. Alors ça m'arrive à l'origine de mariage, oui, tout à fait, oui. Alors le pire, que ça m'est arrivé une fois, c'est des gens qui vivent, ensemble pendant longtemps et qui, à un moment donné, parce que je les ai incités à se marier, se marient, qui me disent: «Bah, Maître Boyard, voilà, c'est un peu grâce à vous», et puis qui 2 3 ans après se séparent et c'est quelque chose qui m'avait blessé en l'occurrence, tu vois? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux être marié quand on crée son entreprise? Oui, alors Ou pacsé, hein? oui ou pacsé, mais disons que, ce qu'il est important, c'est pour nous d'avoir déjà l'environnement dans lequel, la personne va évoluer, quoi, tu vois? Voilà. Alors il y a aussi le fait que parfois certains changent de régime matrimonial. On dit: «Ouais, mais je vais protéger les biens par ce biais-là, je vais mettre de côté ce qui est le patrimoine». Alors aujourd'hui, il y a plein d'outils, hein, au travers du patrimoine, professionnel, au travers des sociétés qui ne nécessitent pas de faire ça. Et parce que j'aime bien parfois provoquer avec des électrochocs, verbaux, c'est de dire: «Très bien, OK, donc on fait un patrimoine à part, mais à un moment donné, si ça marche, heu et ben, on va avoir mis de côté dans le patrimoine de l'autre le résultat de ce qui a marché, et si à un moment donné le couple ça marche pas, ça veut dire que le porteur de projet il va se trouver démuni». Je suis Mmh. pas sûr que c'est ça que vous vouliez au départ, quoi, tu vois?
Donc je provoque en fait sur des situations. Les gens ont souvent des choses assez toutes faites dans leur esprit, mais ils voient pas derrière le rideau ce qui peut se passer dans le futur. Et ce que je te dis là, c'est des situations que j'ai rencontrées, hein. Alors, justement, on parle des a priori. Ouais, Dis-moi un peu, quand les gens viennent chez toi, chez ouais. l'avocat, quel est l'a priori sur lequel tu vas le plus lutter? Eh bah, donc moi, je suis avocat spécialisé en droit des Mmh. sociétés, tu le sais, mais on fait d'autres choses. On structure patrimonialement, on aide à la je dirais, à l'optimisation fiscale, l'optimisation sociale. On aide les entreprises en difficulté. Tu sais que c'est un pan du cabinet qui est important, mais la matière de base, c'est le droit des sociétés et ce contre lequel je lutte encore trop souvent, c'est l'a priori des gens disant: «Non, on fait pas une société parce que c'est long, c'est lourd, c'est cher». Alors ça m'énerve parce que c'est pas le cas en fait, tu vois? C'est absolument pas le cas. Donc j'essaie de lutter contre ça en disant: «Mettez ça de côté». Alors, dans les choses qu'on espère du futur projet, c'est qu'il ait, je dirais, mis de côté un minimum de coûts, pour sa création, un coût avec le professionnel de la comptabilité dont il va se faire assister, un coût, de l'assurance de personnes qu'il va devoir prendre et un coût pour le professionnel, moi ou un autre, qu'on ait pour structurer ça. Parce que si on n'a pas, prévu ça, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait: «Je ne m'assure pas parce que ça coûte cher de m'assurer». Malheureusement, il y en a qui le font, hein, voilà. Donc, il faut avoir un minimum et à partir de là, si on a mais ce minimum n'a pas besoin d'être forcément une somme énorme. Là, on peut commencer à travailler. Alors, aujourd'hui, c'est combien? Ouais, Parce que quelqu'un qui vient te voir, tu vas regarder la structure juridique ouais. et puis certainement la relecture du bail. Oui, oui, tout à fait. Alors sur la structuration juridique, on va dire ça dépend de la capacité contributive de l'interlocuteur, mais on va dire c'est entre 1 200 1 400, hein. Bon, c'est donc à 1 heure près, c'est à peu près ça. Ça, c'est pas très difficile à dire parce que c'est notre métier de tous les jours, on sait faire, on sait ce qu'on va passer comme temps. La relecture du bail, bon, bah, c'est vraiment à défaut, c'est quand on n'a pas pu être à l'origine de ça, parce que sinon on préfère rédiger que de critiquer une rédaction. Mais là, on va dire la relecture, c'est à peu près 500 € parce qu'on va passer 2 3 heures avec l'individu, et au niveau du bail commercial, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, il y a énormément de choses. Les gens n'imaginent pas la technicité qu'il y a devant un bail commercial et c'est alors je connais pas bien le droit comparé de tous les pays du monde, mais je pense qu'on a une réglementation qui est d'une complexité inouïe et il y a énormément de points de vigilance. Le principal, bah, tu le sais puisque c'est un peu, je pense, l'origine des boutiques à laisser, c'est la durée du bail. C'est-à-dire que quand on s'engage dans un bail, des moments, des gens, ça me surprend, ont signé un bail alors que le projet n'est même pas lancé. Donc ils sont engagés sur une durée qui est au minimum de 3 ans pour démarrer et ça me stupéfait en disant: «Mais vous vous rendez pas compte, enfin, c'est très dangereux» et je pense que toi, avec les boutiques à laisser, tu es parti de ça en disant: «Ça peut faire peur aux gens». Là, ils ont raison d'ailleurs d'avoir peur, tu vois, par rapport à ça et essayons de leur donner justement le moyen de s'essayer. Voilà et ça, c'est très important. Pour moi, le point le plus important d'un bail, c'est la durée. Dominique, je voudrais que tu me parles d'anecdotes par Mmh mh. rapport à des situations que Mmh. tu as vécues, sur, des conflits, par rapport à ton cabinet, Ouais, les clients que tu aurais eus. ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai une situation, douloureuse, que j'ai eu à rencontrer une fois. Alors on était sur un couple qui se déchirait. L'expert comptable, m'avait mis sur ce dossier. J'étais chargé de je dirais d'organiser une assemblée générale d'approbation de comptes parce que c'était d'un tel niveau de tension qu'il n'y arrivait plus. Et donc je suis intervenu dans ce contexte-là. Alors en règle générale, bon, j'ai un peu de bouteille, je sais faire, voilà et là je me suis fait avoir, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, le dossier était structuré de la manière suivante. On avait les 2 parents, les 2 enfants au capital de la société qui étaient répartis entre 4. On avait le papa qui travaillait, aidé par son fils. On avait la maman qui était dans le capital de la société avec sa fille, mais ni la mère ni la fille ne travaillaient et la tension Mmh. était dès le début palpable, c'était infernal. Madame lançait des noms d'oiseaux à cliotis, enfin c'était horrible, et puis, bon, bah, ça à la limite, on laissait passer l'orage et cetera et à un moment donné et là ça a été le tournant, qui a tout fait déraper, les enfants alors les enfants étaient à peine majeurs, hein. Mmh. Les enfants à un moment donné, ils se sont mis à se vouvoyer et là, je ne sais pas te dire comment j'ai ressenti ça, mais donc comme tu le sais, j'ai 2 filles, et là je me suis dit: «Mais si un jour mes filles se vouvoyaient, je me suicide quoi, c'est juste impossible» et là, bah, j'ai eu une réaction, le professionnel a laissé la place et j'ai hurlé.
J'ai tapé un grand coup de poing sur la table, je les ai invectivés en disant: «Mais comment vous avez pu faire ça maintenant?» heu et ce qui s'est produit, c'est qu'une fois que j'avais prononcé ma phrase, ils se sont levés, tous les 4, ils sont partis. Je me suis retrouvé tout seul, le temps que je reprenne mes esprits, tu vois? Et puis, bah, voilà, j'ai plus jamais revu personne. Oui, oui, non, c'est horrible comme, situation, mais, j'ai pas pu faire autrement. Il fallait que ça sorte, ouais, ouais. Donc c'est le pire moment professionnel que j'ai vécu, ouais. Tu vois? Même encore aujourd'hui, je me dis, je sais pas comment j'aurais pu faire pour que ça sorte pas. Mmh. Tu as souvent des gens qui viennent te voir et qui sont perdus. Oui. C'est quoi ta technique pour les rassurer? Qu'est-ce que tu mets en place avec eux pour qu'ils se sentent plus rassurés? Oh, l'empathie, enfin, j'ai plein de défauts évidemment, mais j'ai quelques qualités et je pense que celle-là, enfin j'imagine, toi c'est difficile de m'auto-analyser, mais, je pense qu'on me reconnaît l'empathie. C'est-à-dire je suis quelqu'un, j'ai pas de difficulté, j'aime vraiment énormément les chefs d'entreprise que j'ai en face de moi. Il y a des confrères, des Mmh. consoeurs, des collègues de boulot quand j'étais pas à mon compte, qui me l'ont dit en me disant: «Mais tu aimes tes clients comme c'est même pas permis, quoi». Donc vraiment, je suis sincèrement, proche d'eux. Donc je pense qu'ils le ressentent et de ce fait-là, je pense qu'ils sont en confiance et ça leur permet de me dire, plein de choses sur leurs, inquiétudes, sur leur couple. Il y a des gens qui me donnent j'ai un métier, c'est un peu comme un médecin, hein. Les gens me donnent des informations personnelles où à un moment donné, c'est tellement, profond que ça me rend responsable. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris ça, Mmh. bah, je dois faire avec ça, tu vois? Et c'est vraiment l'écoute, le dialogue, l'empathie qui font que j'arrive à les aider. J'arrive à leur enlever les peurs qu'ils peuvent avoir et puis j'arrive à apporter des solutions. Je ne suis pas psychologue, hein, mais où globalement, quelquefois, à la fin, je dis, «Ouais, je suis assez content quand même de ce que j'ai réussi à faire et de l'évolution que je vois dans leur comportement après», ouais. Alors, L'écoute, l'écoute. est-ce qu'il y a à un moment donné une forme de retour sur investissement? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut ouvrir sa boutique Ouais, va venir te voir, ouais. il va payer tout à l'heure, tu nous Ouais, donnais le coût pour l'avocat. ouais. Est-ce qu'à un moment donné, il va retrouver un retour sur investissement par rapport à les visites qu'il a eues chez toi? Oh oui, j'ai la faiblesse de l'imaginer et puis beaucoup le disent et enfin moi, j'ai pas de site internet, je fais pas de publicité, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc si j'ai un client à un moment donné, c'est parce qu'on me les envoie les clients et je considère que le meilleur, vecteur de clients, c'est ton client, tu vois? Et parce que là, c'est gratuit, tu fais pas et donc bah, c'est ça mon retour sur investissement pour moi. Le retour pour investissement de mon client, bah, j'imagine qu'il existe, sinon il ne donnerait pas mon nom à d'autres et il est dans le fait de, heu, soit leur faire économiser véritablement de l'argent, soit de leur permettre d'en gagner. Il y a des structurations juridiques qui sont source de coûts, il y en a qui sont source de gains. Je veux dire la manière dont on structure, alors c'est souvent d'ailleurs ce qui constitue la différence entre l'entreprise individuelle et la société, c'est qu'on a encore trop souvent aujourd'hui des gens qui viennent nous voir parce que faute de s'être bien structurés ou faute de pas avoir su à un moment donné changer la structure, bah, ils se disent: «Maître Briard, j'en peux plus, je paye énormément de charges sociales, je paye énormément d'impôts». Alors la première chose Mmh. que je vérifie, c'est, bah, vous gagnez peut-être très bien votre vie, auquel cas là, j'ai pas de solution. Mais quelquefois, c'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est mal structuré et ils payent les sommes, ils payent des charges, ils payent de l'impôt alors qu'ils ne devraient pas, alors que c'est pas leur prélèvement, tu vois? Parce qu'on n'a pas pris en compte un remboursement d'emprunt, parce qu'on n'a pas pris en compte des investissements qui allaient avoir lieu de faire, parce qu'on n'a pas pris en compte le développement de la boîte et le besoin du fonds de roulement, tu vois? Et là, il y a vraiment des choses à faire et ça, c'est un retour sur investissement qui est immédiat, quoi, tu vois? Je voudrais qu'on revienne maintenant sur le bail, si tu veux bien. Ouais, Nous donner les astuces ou les choses à regarder sur le bail. ouais, Tu sais, les clauses, où tu vois, des clauses dans 90 du temps, ouais. où les futurs commerçants, ils ont pas regardé cette clause-là. Oui. Alors bon, déjà, à la base, il faut savoir que enfin toi, tu es plus au fait que d'autres, mais un bail commercial, c'est un acte juridique et ce qu'on y voit comme rédaction dedans, faut reconnaître, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Je vais prendre un exemple. Si on parle de destination du bail, toi, tu sais ce que c'est la destination d'un bail. Quel est le monsieur de tous les jours dans la rue qui sait ce que ça veut dire destination? Bon, donc ça veut dire la les activités qu'on va faire. Et ça, c'est extrêmement important, tu Mmh. vois? Donc
d'arriver à décrypter le droit, bah, c'est mon métier, j'ai appris à le faire, et c'est pas le métier de mon interlocuteur. Donc on va venir déjà leur décrypter. Alors, je fais un parallèle, je reviens immédiatement sur le bail, je fais un parallèle avec les procédures collectives. Comme tu le sais, c'est un des vecteurs d'activité du cabinet et là, on désacralise, quelque chose où on voit des gens avec des robes et cetera et surtout avec un langage dans lequel ils ne comprennent que dalle, quoi, hein, et c'est normal parce que c'est extrêmement technique. Le bail commercial, ça l'est un petit peu moins, mais ça l'est tout autant, tu vois? Donc on va avoir, bah, l'importance de l'état des lieux, parce que si les lieux sont neufs et cetera, bon, bah, ça c'est simple, hein, et d'ailleurs le législateur a compris ce que c'était puisque maintenant depuis, 2014 je crois, l'état des lieux est obligatoire. Mais il a beau être obligatoire, il est pas toujours bien fait. Quelquefois le monsieur qui vient nous voir, il dit: «Ouais, mais le bailleur il veut pas le faire». «Oui, mais est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui dit que dans ce cas-là, vous allez appeler un commissaire de justice», on dit maintenant, «puis vous allez le faire faire l'état des lieux». C'est important. Quand vous rendrez les locaux, il faut qu'on les compare avec le début, donc il faut que vous ayez quelque chose en bonne et due forme. Tout ce qui est pas correct dans les locaux, il faut que vous le mentionniez, tu vois? La destination des lieux, l'activité que tu vas pouvoir faire, faut pas mettre une petite généralité, il faut essayer d'être précis dans ce que tu auras le droit. Et il y a un élément, qu'on voit assez souvent, quand tu as des baux qui autorisent une sous-location, ou tu as des preneurs des porteurs de projets qui ont besoin d'avoir un sous-locataire parce que les logos sont un petit peu grands. Le bailleur dit: «OK, mais est-ce que c'est bien noté dans le bail?» Tu vois? Et la chose qu'on voit 99 du temps pas étudiée, c'est OK, on a mis l'activité du futur locataire, mais est-ce qu'on a pensé à celle du sous-locataire? Si elle est pas dans l'activité du locataire, il a perdu, hein, il se verra pas renouveler le bail, il va le perdre, tu vois? Parce qu'à ce moment-là, le bailleur au renouvellement, il va aller voir un professionnel comme je suis, qui va débusquer qu'il y a une erreur, tu vois? Donc il faut penser à une activité qui inclut tout ce que le locataire fait et envisage de faire et aussi ce que le sous-locataire va faire, tu vois? Après, il y a la répartition des charges, des travaux entre le bailleur et le preneur. Alors là encore, cette loi de 2014 est venue recadrer, parce qu'avant, il y avait des abus en faveur du bailleur. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y a une marge de manœuvre, il y a une marge de discussion sur ce qu'il y a lieu de laisser à la charge du bailleur et de mettre à la charge du preneur. C'est un peu un rapport de force, mais le preneur, parfois, sait pas qu'il est forcément dans ce rapport de force. Il fut une époque où le bailleur était toujours en rapport de force. Maintenant, c'est plus le cas, donc il faut savoir en user. C'est très important aussi de savoir à qui va être la charge de l'impôt foncier. Mmh. Bon, alors, on est souvent, confronté aux réalités économiques, c'est souvent à la charge du preneur, mais il faut le savoir. Et là, on va aller vérifier avec le preneur: «Est-ce que vous l'avez vu l'impôt foncier de votre bailleur?» Bah, souvent, la réponse, c'est non. Bah, vous allez le payer, il faudrait quand même que vous le sachiez. C'est pareil quand les locaux sont dans une copropriété, il faut quand même avoir un minimum de savoir quelles charges vont être répercutées, tu vois? On a, au niveau du paiement du loyer, la clause de la périodicité. Est-ce que le loyer, on va le payer en début de période? Est-ce qu'on va le payer en fin de période? Mais ça se négocie ça, hein. Est-ce que le loyer, il est payable mensuellement ou il est payable trimestriellement? Le dépôt de garantie, souvent le dépôt de garantie, c'est un terme de loyer. Mais un terme de loyer quand c'est 1 mois le loyer et un terme de loyer quand c'est 3 mois, c'est pas la même chose. Donc le preneur qui a pas fait attention, qui a un loyer payable trimestriellement d'avance, avec un dépôt de garantie qui est un terme de loyer, je fais pas de dessin, c'est 6 mois d'avance. Il est dans son plan de financement les 6 mois d'avance? C'est énorme, tu vois? Donc ces éléments-là, on vient en appui avec un expert comptable qui peut l'avoir vu, mais on vient le expliquer. Il va se porter caution, très bien. Alors dans l'euphorie, on se porte caution, mais on se porte caution de quoi? C'est quoi la rédaction à l'intérieur? On est caution jusqu'à quoi? On a les moyens de payer la caution à un moment venu, tu vois? On pense pas forcément à ces choses-là à l'origine. Et est-ce que tu as souvent des gens, parce que moi c'est quelque chose que je vois régulièrement, des gens qui ont signé un bail, Oui, qui ont pas d'accord de prêt bancaire, qui ont pas de fournisseur, oui, qui ont rien. oui, oui. Toi aussi tu vois Oui, passer ce au bout profil-là? tellement, vous avez mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que, alors les gens disent: «Oui, mais je voulais absolument qu'il m'échappe pas». D'accord, mais si à un moment donné, vous avez signé votre bail, vous êtes engagé avec votre bailleur et vous êtes engagé pour 3 ans. Hein, d'où l'intérêt donc des boutiques à laisser. Vous êtes engagé pour 3 ans et votre bailleur, à un moment donné, bah, il a votre signature, c'est pas évident qu'il va vous laisser repartir comme ça. Alors s'il trouve un autre locataire derrière, bon oui, peut-être on peut le penser, plutôt que de pas être payé. Mais s'il l'a pas, c'est pas sûr qu'il va vous rendre votre liberté comme ça, hein. Donc oui, on voit encore ce genre de choses, quoi. L'autre Des point gens que qui se je sont précipités, ouais. L'autre point que je vois aussi beaucoup, c'est des gens qui sont persuadés que quand ils prennent une boutique, un Oui, bail commercial, oui, c'est comme un appartement, le propriétaire doit faire les petits travaux d'entretien, tout ça. ouais, ouais. Ah Alors bah, on doit leur dire en fait là, bien le sûr. bail commercial, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, hein. C'est très loin d'être ça. Alors, jusqu'en 2014, ce qu'on appelle les grosses réparations pouvaient être mis à la charge du preneur. Donc là, c'est pas compliqué. Le bailleur pouvait dire au preneur: «Voilà, on se voit, je vous serre la main, bonjour monsieur, vous m'oubliez, hein?»
vous me rendrez les locaux à la fin peut-être, mais vous m'oubliez, vous ne me demandez rien, vous m'appelez jamais, hein, ni mon agence, hein. Bon, aujourd'hui, on a mis un peu, je dirais, de l'ordre dans tout ça, parce qu'il y avait des choses un peu scandaleuses, mais les grosses réparations sont désormais à la charge du bailleur, mais les grosses réparations, comme le nom l'indique, c'est des grosses réparations. C'est-à-dire que globalement, il y a beaucoup de choses qui sont à la charge du locataire. D'où l'importance de l'état des lieux, d'où l'importance d'avoir quantifié qu'est-ce que je vais avoir à faire pour les rendre corrects, ces lieux, et les rendre corrects, hein. Donc là, oui, on a encore des gens qui ne se rendent pas compte à quel point les travaux peuvent être importants à la charge du preneur dans un bail commercial, ouais. D'ailleurs, quand on est investisseur, on prend de l'autre côté des bailleurs, parce que nous, on a à la fois des futurs preneurs et on a à la fois des bailleurs. Bah, je dirais, il vaut mieux acheter des locaux professionnels que d'acheter des locaux d'habitation, hein, il y a pas photo, hein, voilà. Tu as des anecdotes sur des clients qui auraient fait des erreurs sur le bail et qui l'ont payé longtemps après? Oh, c'est essentiellement la caution, alors il y a la durée, mais ça je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le danger de la durée, et c'est je pense que ce que vous avez compris avec les boutiques à laisser, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est engagé pour 3 ans. Bon, mais les boutiques à laisser usent de ce qu'on appelle le bail de courte durée, le bail précaire, mais là encore, il faut que la clause soit bien rédigée. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de donner une très enfin l'idéal pour le locataire, c'est de lui donner une très grande liberté. C'est-à-dire que si à un moment donné, le bail précaire de 3 ans, bah, il est pour 3 ans ferme, bah, ça n'a aucun intérêt par rapport à un bail commercial. On va pas être en voilà. En revanche, si le bail, il est, par exemple, pour 3 ans, mais avec une faculté de résiliation par le preneur à tout moment dans le bail avec un préavis de 3 mois, bon là, on a changé de braquet. Là, c'est très agréable, voilà. Donc on a ça comme situation qui peut entraîner effectivement, un petit drame quand même pour le preneur qui aurait pas cette liberté. Et puis évidemment, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les cautions qui ont été données. Alors le bailleur lambda, il pense pas forcément à la caution, mais le bailleur qui a un conseil, on est parfois des conseils de bailleurs, faut le dire, bah, il va y penser lui, voilà. Et donc de se projeter sur le fait que ça peut ne pas marcher le projet, hein, et à un moment donné de devoir payer la caution, ça peut être double peine, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus son commerce, on n'a pas les indemnités. C'est un des scandales d'ailleurs, je pense, de notre pays, de ne pas couvrir les professionnels au dehors de quand ils se couvrent eux-mêmes, et là, on a double peine. J'ai plus les revenus et j'ai une caution à payer. Donc on voit des drames humains quand même parfois, hein. Alors toi, en plus, tu as une double casquette parce que tu es Ouais, avocat, oui, mais aussi tu es l'époux ouais, d'une ancienne commerçante. oui, ouais. Et donc quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, hem, qui veut ouvrir sa boutique, toi, juridiquement, ton premier conseil, ce serait lequel? Alors, ça, c'est bien que tu rappelles ça, mais hem, bon, on va rentrer dans mon intimité. Moi, à l'époque, mon épouse était tellement motivée pour le faire que et je ne pouvais même pas donner un conseil, ça ne servait strictement à rien. Fallait dire oui à tout. Alors j'ai une anecdote, hein. On avait conclu le bail, je ne dirai pas l'étude de notaire en question. D'ailleurs, le notaire en question, il n'exerce plus, mais dans des locaux où il avait été décelé de l'amiante. Bon, très bien. Et il fallait absolument accepter que ça soit le locataire, qui était mon épouse, qui s'occupe de ça, s'il y avait un pépin. Et j'ai eu beau expliquer et au notaire et au bailleur que c'était pas la loi, le bail, il a été rédigé comme ça. Mon épouse à qui j'ai dit: «Mais je suis en train de me battre, mais c'est pour toi, ça n'a pas de sens, c'est pas légal», et bah, j'ai dû lâcher parce que j'allais avoir un problème dans mon couple. Donc quand on a cette double casquette, quand on le vit sur l'instant, non, c'est pas évident. Ça permet pas le détachement que je peux avoir avec mes clients, dire à un moment donné: «Écoutez, écoutez-moi, si je vous le dis, vous me suivez». Là, il y avait pas moyen de me faire suivre. Bon, alors après il y a, je dirais le fait que j'avais déjà énormément de très sincèrement, d'empathie et de respect pour ce que sont les commerçants, que globalement, non, j'avais pas besoin de vivre, le quotidien de mon épouse pour me dire: «C'est quand même pas un métier évident». J'avais déjà ça en moi, et d'ailleurs au niveau de la famille, je ne sais pas si c'est moi qui ai donné ce virus, mais chacune de mes 2 filles et chacun de mes gendres se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat. Donc il faut penser que de vivre dans un environnement dans lequel on a la culture, je dirais, de l'entrepreneuriat, ça a peut-être joué, quoi. Moi, je considère que le pays, la richesse, et malheureusement parfois les politiques l'oublient, c'est vraiment l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça qui crée la richesse, quoi. Et quand on fait des misères aux chefs d'entreprise, ça me touche, ça me fait mal et ça m'énerve. On imagine un commerçant qui est la veille de l'ouverture. Ouais. Toi, c'est quoi ton conseil ultime? Alors, déjà, si on est la veille de l'ouverture, ça veut dire, je présuppose, je vérifie évidemment avec la personne, mais qu'en amont, le projet, il a été préparé, il a été analysé,
Il a été soumis à aujourd'hui on en fait partie, hein, avec le réseau Initiative OSS. Il a été soumis à un tas de gens à l'extérieur, des professionnels de l'entrepreneuriat, des conseils, experts Mmh. comptables, avocats, notaires, et puis des proches. Donc normalement, la veille, ça a déjà été calibré. On sait que le projet, il pourrait être viable, il devrait être viable. Je dis: «Il devrait» parce qu'il y a jamais de certitude, sinon tout le monde serait chef d'entreprise. Donc on est la veille. Donc j'aurais tendance à dire: «C'est trop tard, hein». Normalement, maintenant, il y a plus rien à vérifier. C'est un peu comme, la veille d'un examen. Si tu as préparé ton truc, forcément que tu as peur, mais c'est trop tard. C'est plus la peine d'avoir peur. Tu vas pas passer ta soirée, ta nuit et le lendemain matin à réviser, c'est trop tard. Donc maintenant, il faut se lancer et parce que je peux expliquer, c'est ce que j'ai vécu moi-même, parce qu'avant d'être, l'époux d'une commerçante, j'ai été un salarié qui est devenu un jour un chef d'entreprise et à l'époque, c'était en 2002, il n'y avait pas les accompagnements de maintenant, il n'y avait pas l'art, il n'y avait pas quand tu te lances, tu peux partir au chômage et puis tu vois, ça n'existait pas. Donc moi, un jour, j'ai dû mettre dans une boîte aux lettres ma lettre de démission. 3 mois à l'avance, puisque j'étais cadre dans le cabinet où j'exerçais, ici à Compiègne et en toute logique, avec les éléments de ma situation personnelle, j'aurais pas dû le faire. Je gagnais très, très, très bien ma vie, j'avais une épouse qui ne travaillait pas à l'époque et j'avais 2 filles de 14 et 11 ans. Donc logiquement, il y a tout pour que ce soit vachement dangereux, OK? J'ai acheté mes locaux professionnels, je suis allé voir mon banquier, je lui ai menti par omission, je lui ai expliqué que c'était un investissement locatif pour des bureaux, je lui ai expliqué où c'était. Il a dit: «Ah ouais, c'est pertinent, ouais, je vois bien», c'était à côté de ma banque en plus. Il dit: «Non, non, c'est bien, on vous suit à fond». Quelques mois plus tard, il dit: «Mais Brière, j'ai vu votre plaque là, c'est votre cabinet?» Alors je dis: «Oui, c'est mon cabinet». Je dis: «Honnêtement, avec le recul, je serais venu vous voir, vous voyez ce qui arrivait sur le compte chaque mois, en vous disant: "Voilà, je renverse la table, je crée mon cabinet, j'ai plus de revenus, vous me suiviez?" Il dit: «Non, vous avez bien fait de pas nous le dire». Voilà et donc en toute logique, tout ce que je viens de te décrire, pendant les 3 mois entre ma lettre de démission et mon lancement de cabinet, j'aurais dû ne pas dormir. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. C'est-à-dire que j'avais validé les étapes en amont, j'avais réfléchi, je l'avais dit à des gens autour de moi, peu de monde, c'était un peu secret, et tout le monde m'avait conforté. Mon épouse la première, et je reviens sur un aspect qu'on évoquait tout à l'heure, un porteur de projet, c'est pas un porteur, c'est un couple qui porte un projet. Et celle qui m'a dit, qui m'a donné le feu vert en disant: «Vas-y, lance-toi», c'est mon épouse. Je lui dis: «Tu es sûr que je me trompe pas? J'ai bien entendu ce que tu m'as dit». «Oui, oui, lance-toi, fais-le», voilà. Donc j'avais tout pour ne plus avoir peur, tu vois? Voilà. Ce que tu es en train aussi de nous dire là, c'est que c'est des étapes à valider Oui, oui, et que oui, c'est par principe d'étapes et on n'attend oui. pas la dernière minute. Non, 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 Donc dans les étapes, je reviens dessus, oui. à quelle étape je vais voir l'avocat? Bah, quand tu estimes, toi, que tu as fait toutes les recherches de la viabilité de ton projet, quand tu es allé voir un professionnel comptable, ou en tout cas qui a un logiciel qui permet de mettre en phase les éléments en disant: «Bon, bah, ça semble viable votre affaire, vous faites partie de ça». Là, oui, là, il faut venir me voir pour que j'explique comment je conseille la structuration. Parce que ça va dépendre de plein de choses. Est-ce que la personne touche des indemnités de France Travail ou pas? Est-ce que la personne a, ça nous arrive, des éléments dans son passé professionnel ou dans son passé personnel qui font que il est souhaitable qu'elle apparaisse pas forcément ou pas totalement? Est-ce que la personne va avoir des associés ou pas? Heu, Quel est le statut social qu'elle veut? Il y a énormément de paramètres. Et assez souvent, les gens, quand ils ressortent du rendez-vous, ils disent: «Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de choses qui impliquaient la décision à prendre. Donc j'ai bien fait de venir vous voir». Voilà. En fait, quand ils passent chez toi, ils ont encore plus de questions en repartant du rendez-vous qu'en venant. Oui, oui, et quelquefois, il arrive qu'on leur dise: «Bon, bah, écoutez, décomptez ce que je viens de vous dire pendant quelques jours et puis vous revenez vers moi et puis on voit ensemble ce que vous voulez qu'on fasse», quoi, tu vois? Notamment le fait de prendre un il y a quelque chose qui m'a marqué, en mes expériences professionnelles, c'est, une personne en EURL, très bien. Bon, moi, j'ai pas connu la personne, je vais t'expliquer le contexte. Personne en EURL, la personne décède. Donc il y a plus rien à la tête de ça, hein. Donc dans ce cas-là, administrateur provisoire désigné par le tribunal, un conjoint avec cette personne que je ne connaissais pas, c'est l'administrateur qui m'a appelé, puisque l'administrateur provisoire, c'était un administrateur judiciaire. Je suis dans ce milieu-là, donc il m'a appelé en disant: «Maître Brière, ça vous intéresse?» «Oui, très bien, forcément». Et donc une personne qui vivait avec mon client et une ancienne épouse. Les 2, ça, c'était infernal. Donc il a fallu vendre l'entreprise.
mais avec l'administrateur provisoire à la tête. Pas cool comme schéma. Donc l'idée à un moment donné d'avoir un associé avec ça, c'est aussi la manière de ne pas être obligé de ça. Le fait de mettre ton conjoint, si tu en as un avec toi, ou le fait de mettre un frère, ou le fait de mettre un parent, c'est une manière de dire: «Si j'ai un accident de la vie, je suis en fauteuil roulant, j'ai plus tous mes esprits, je peux pas travailler, ou je suis décédé», c'est une manière de se préserver et puis ça fait pas arriver l'événement, tu vois? Donc ça, on sensibilise les gens en disant: «Vous avez vraiment personne autour de vous pour structurer?» Et souvent, ils ont quelqu'un, en fait, hein, tu vois? Et alors souvent les gens hésitent à aller chez l'avocat Oui, parce qu'ils ont peur du coût. oui. C'est quel message que tu veux leur envoyer sur ce pas ce stéréotype, parce que c'est un coût de passer par un Oui. avocat, mais hem, quel message tu voudrais envoyer pour leur dire: «Non, allez frapper quand même à la porte de l'avocat»? Bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir si tu as pas un minimum de budget à avoir réservé avant à ça, c'est quand même que tu as loupé une étape, quoi. Parce que je pense alors je dis pas ça juste, parce qu'on on a du boulot, c'est pas le débat, mais je pense sincèrement que c'est l'intérêt de la personne de le faire, voilà. Alors cette personne, elle peut se limiter à faire un rendez-vous d'une heure avec l'avocat, hein. Ça va pas lui coûter forcément très cher et elle va apprendre énormément de choses. Moi, pendant cette heure-là, mon job, c'est d'arriver à suffisamment envoyer de messages, à être suffisamment impliqué pour que quand elle ressort du rendez-vous, elle se dise: «Il est quand même sympa ce mec et puis apparemment il a plein de choses quand même encore à me donner». Donc je vais pas me limiter à cette première heure. Je vais aller le revoir après, tu vois? Donc c'est ça mon rôle, c'est d'arriver à faire passer le message. Alors j'ai deux trois petits trucs dans les rendez-vous que je fais. D'abord, j'essaie de parler le langage de tout le monde. C'est pas évident dans une matière qui est extrêmement technique. Donc je mets les gens à l'aise avant et je leur dis surtout quand à un moment donné j'emploie un terme qui n'est pas de votre langage, vous me le dites et je le reformule autrement avec des images et cetera. Et puis la deuxième formule, c'est que, bon, comme tu le sais, je suis pas tout seul dans le cabinet, hein. Il y a 4 autres juristes avocats avec moi. On en cherche d'ailleurs un cinquième, on a du mal à le trouver et globalement, il y a toujours une personne qui fait le rendez-vous avec moi. Cette personne prend alors elle entend déjà ce qui se dit et elle prend les notes. Moi, je suis concentré comme on l'est là ce matin avec mon client. J'écoute ce qu'il me dit attentivement et je vérifie qu'il reçoit bien les messages en retour. Je ne prends strictement aucune note. Le fait que quelqu'un d'autre ait pris des notes, ça veut dire que j'ai pas besoin de reformuler le rendez-vous derrière. La personne a tout entendu, tu vois? Ça me permet de me mettre légèrement en retrait et de laisser faire le travail à côté. Alors on peut penser que c'est une perte de temps, on est à 2. Alors on va pas facturer les 2 évidemment. On est à 2, il y en a un qui est pas facturable. C'est pas grave ça, c'est pas une perte de temps, c'est du gain de temps et si on a la chance que le client ou la cliente nous fait confiance, ça veut dire que globalement ce collaborateur ou cet avocat va devenir avec moi la personne qui va suivre derrière. Parce que quand on arrive dans un dossier, on essaie de pas repartir après la création, on essaie d'avoir suffisamment donné pour que la personne ait envie. Aujourd'hui, j'aime pas ces mots-là parce que pour moi tous les clients sont importants, mais on a un client qui sort du lot, qui fait vraiment beaucoup d'affaires, ça représente quelque chose de très conséquent. Je lui ai créé sa société en 92 et aujourd'hui, c'est le plus gros client du cabinet. Donc tu vois, il y a pas de secret. Donc ça veut dire qu'on a attiré et comment il m'est venu? Il m'est venu par un autre de mes clients. Mmh. Voilà. Alors il y a un autre point que je voudrais aborder avec toi, parce que c'est souvent les retours qu'on a de gens qui veulent ouvrir leur boutique, Ouais. c'est que dans le droit, ils ont pas toujours les mêmes conseils, notamment sur le choix de la structure juridique. Oui, c'est Tu en as qui vont aller voir l'expert comptable qui va leur dire: «Faites une entreprise individuelle», ouais, et tu en as d'autres, on va leur ouais, dire: «Surtout faites une société ouais, SARL», et de plus en plus aussi on voit des SASU oui, sur du commerce. oui. Là, est-ce que c'est normal d'avoir plusieurs avis, divergents? Alors ça ne me choque pas parce que comme je le disais tout à l'heure, les paramètres de prise en compte et qui vont aboutir à la solution sont tellement multiples que ça dépend un peu comment on bouge le curseur, tu vois? Ça dépend de ce qu'on met en avant en priorité. Si tu mets en avant, j'aime pas ce mot parce que c'est pas vrai en plus, mais une simplicité, bah, tu crées en entreprise individuelle. De surcroît, aujourd'hui, on a des textes qui successivement sont venus apporter quelque chose qui véhicule ça. On a pu protéger sa maison, puis ensuite on a pu protéger d'autres biens immobiliers, à charge de le dire. Aujourd'hui, on peut même faire une séparation de son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. Simplement, cette dernière loi, qui est une fausse bonne idée et alors nous derrière, on la voit dans l'application. C'est
tellement complexe, parce que si tu définis pas bien ton patrimoine professionnel de ton patrimoine personnel, à la limite, la protection que tu pensais avoir, tu ne l'as pas. Et nous, si tu veux, on craint beaucoup on n'aime pas faire ça, parce que si à un moment donné, on se plante dans le découpage chirurgical, ben, on engage notre responsabilité, tu vois. Donc, si on n'a pas l'expérience de ça, si on voit que l'extérieur, oui, on peut à la limite conseiller l'entreprise individuelle. Après, au niveau de la SARL et de la société par action simplifiée, ces 2 formes de société, au fil du temps, se sont beaucoup rapprochées l'une de l'autre. On avait, il y a quelques années, un commissaire aux comptes en société par action simplifiée, même si tu faisais 10 000 € de chiffre d'affaires par an, c'était une totale aberration. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc elles sont très, très proches l'une de l'autre. La différence entre les 2, c'est le fait que dans la société par action simplifiée, qui est une forme qu'on aime bien, il y a une totale liberté contractuelle. Tu peux à peu près rédiger tout ce que tu veux. Tu as 10 la loi, 90 l'originalité. C'est extrêmement dangereux parce que si tu as pas confié les clés du camion à la bonne personne, il va te rédiger des bêtises et là, par contre, a posteriori, tu vas te rendre compte des bêtises. Voilà. Donc on essaie, nous, on est des professionnels, donc on essaie de bien le rédiger. Donc s'il arrive qu'on s'en serve, il arrive qu'on s'en serve notamment dans des situations dans lesquelles certaines personnes ne peuvent pas forcément apparaître tout de suite dans le dossier. Après, au niveau du régime social, on a une petite préférence sur les SARL parce que ça donne le régime travailleur non salarié, qui est un régime qui, en rapport qualité-prix, est plus efficace et qui donne plus de liberté d'aller calibrer de la prévoyance et de la retraite. En revanche, tu as des situations dans lesquelles il est souhaitable d'avoir une SAS. Celui qui est indemnisé par France Travail, bah, du côté de la SAS, il n'a pas du tout de cotisation à verser, donc ça peut être sympa. Et puis, en cours de route, on peut avoir une forme juridique que l'on change aussi, Mmh. tu vois? Donc ce qui est vrai à un instant T va plus l'être forcément à un instant T prime. Si la personne qui vient te voir, elle est dans un cumul emploi, travail, la SAS peut être, bien parce que dans ce cas-là, bah, tu te rémunères pas et tu ne payes pas de cotisation et tu prends tout sous forme de dividende, tu vois? Donc il y a tellement de paramètres que, encore une fois, ça dépend de celui qu'on va mettre en avant. Mmh. Et donc il y a pas quelqu'un qui a raison ou qui a tort, il y a peut-être quelqu'un qui a plus écouté que l'autre. Dominique, on arrive au terme de ce podcast. Merci beaucoup pour l'ensemble de tes conseils. Je t'en prie. Je voudrais, ta conclusion de ce podcast. Est-ce que tu as un message à envoyer aux personnes qui sont en train de travailler sur un projet de Oui, création de boutique? oui, oui. Oh, ben, le message, ce serait de ne négliger rien dans leur préparation. En règle générale et en comité d'agrément, on voit ça et je suis toujours, assez stupéfait de la qualité de la préparation. C'est de leur dire, que dans leur préparation, à mon sens, il y a l'aspect juridique à ne pas négliger et que, s'ils ont un tout petit peu d'argent à dépenser et un tout petit peu de temps à perdre, qu'ils viennent consulter un avocat d'affaires. Qu'ils viennent chercher, je dirais, un complément d'information. Si lors de cet entretien, ils n'apprennent rien, bon, bah, c'est tout, ils s'en vont et puis ça ira pas plus loin. Et s'ils apprennent des choses, et j'ai l'ambition d'essayer de leur apprendre des choses, bah, en règle générale, ils reviendront et là, on pourra faire quelque chose de complémentaire par rapport à d'autres. Et notamment, enfin, je pense que la profession qui est la plus voisine par rapport à nous, c'est l'expert comptable. Je dis souvent, ce sont nos principaux apporteurs d'affaires et aussi nos principaux concurrents. Et parmi eux, certains cabinets ont compris l'intérêt que ça pouvait avoir et nous associent, on fait un travail en équipe et j'adore ça. Moi, je viens en 2002, j'étais dans un cabinet français très connu qui avait une partie comptable, une partie juridique et on travaillait en équipe. J'adore ce travail en équipe, voilà. Donc ce serait ça mon message: venez passer 1 heure avec un avocat d'affaires. Merci Dominique. Je t'en prie, Olivier.